Bien, messieurs, mes chers collègues, le 12 novembre dernier, nous avions organisé une première table ronde consacrée aux difficultés d'accès et aux coûts des assurances pour les entreprises. Nos échanges de cet après-midi prolongeront cette réflexion autour du deuxième volet de la mission d'information qui a été confiée à nos collègues Michel Canévet et Guillaume Gontard, à savoir l'énergie. Michel Canévet vous prie de l'excuser, il y a un empêchement cet après-midi. L'assurance et l'énergie correspondent aux deux piliers de la mission d'information qui est, je le sais, riche d'auditions et d'enseignements. Elle va permettre d'identifier des propositions qui serviront la compétitivité de nos entreprises. Nos collègues présenteront les conclusions de leur rapport avant la fin de la session ordinaire, à savoir le 24 juin prochain. Et il est certain que ce débat viendra enrichir leurs réflexions. La toile de fond de ce débat est la filière bois. Trop méconnue des Français, alors qu'elle joue un rôle très important dans leur vie quotidienne, elle est une brique de compétitivité pour notre économie. Les différents acteurs de la filière illustrent bien des facettes de la problématique de l'énergie pour les entreprises, depuis la production jusqu'à la consommation. Je remercie donc nos invités d'avoir accepté de consacrer un peu de leur temps à la délégation aux entreprises du Sénat. Chacun d'entre eux va rentrer dans le vif du sujet au travers de son angle de vue spécifique. Patrick Maillard, vous êtes président de l'Union des métiers du bois, l'UMB, tandis que Dominique Weber, vous êtes président du comité stratégique de la filière bois, CSF Bois. Vous pourrez dresser un panorama d'ensemble de la filière, de ses forces, de ses faiblesses, en précisant les défis posés par la question de l'énergie. Vous nous apporterez aussi vraisemblablement un regard stratégique sur les orientations souhaitables pour les entreprises de votre secteur. Frédéric Coirier, vous êtes président directeur général du groupe Poujola, spécialisé dans les cheminées et le bois énergie. On ne doit en effet pas oublier que le bois est aussi une source d'énergie. Vous nous direz comment votre groupe développe cette activité depuis plusieurs années et comment vous percevez les enjeux pour une entreprise comme la vôtre. Enfin, Philippe Denavy, vous êtes président du groupe Malvaux, premier fabricant français de panneaux bois décoratifs, essences fines et contreplaqués techniques. Vous pourrez notamment partager avec nous les problèmes d'accès à l'assurance dont souffre votre branche d'activité. Je propose que chacun d'entre vous prenne la parole pour un propos liminaire, on va dire 8 minutes maxi. Puis nous laisserons place aux échanges entre nos collègues et vous. Je rappelle que notre table ronde est diffusée en direct et accessible ensuite en vidéo à la demande sur le site internet du Sénat. Je donnerai bien évidemment la parole en premier au co-rapporteur de cette mission, Guillaume Gontard. Pour commencer à prendre le pouls de votre filière, je vous cède donc la parole, en commençant par Monsieur le Président Maillard, puis ce sera Monsieur Weber, Monsieur Coirier et Monsieur Denavy. Je vous laisse la parole. Bon, ok, merci beaucoup. Je suis président de l'Union des métiers du bois de la FFB, mais également dirigeant et chef d'entreprise à Alfortville. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie de me donner la parole et de mettre en lumière l'importance stratégique du bois dans la construction en France. Le secteur du bois représente une part significative de notre économie, 71 800 établissements de charpentiers, de menuisiers, d'agenceurs, soit 13% des entreprises du secteur du bâtiment. Une prédominance de petites structures, très important à prendre en compte. 87% des établissements comptent moins de 10 salariés. Une moyenne de 4,8 salariés par établissement qui témoigne d'un tissu entrepreneurial dense, localisé et sur tout le territoire. La filière bois-bâtiment est un acteur clé de l'emploi. 127 000 salariés est employé dans le secteur, soit 32% des effectifs de la filière forêt-bois. Les métiers de la menuiserie dominent, représentant 78% des établissements, suivis des travaux de charpente et construction bois pour 18% et de l'agencement pour 4%. Soit sur les 10 dernières années, le nombre d'entreprises a augmenté de 56% entre 2010 et 2020. Ces emplois sont non délocalisables, ancrés sur nos territoires ruraux comme urbains. Le bois est un levier majeur pour la transition écologique, comme vous le savez. Choisir le bois dans la construction, c'est aussi choisir un matériau renouvelable, local et stockeur de carbone. Pour information, en moyenne, 1 mètre cube de bois stocke environ 1 tonne de CO2. Chaque bâtiment bois devient ainsi un puits de carbone durable. Le bois permet de réduire l'empreinte carbone des bâtiments de 30 à 60% par rapport aux
solution conventionnelle bois ou béton, même s'il est clair pour nous que le bon matériau, c'est celui qui va au bon endroit. Il est aussi recyclable, modulable et performant en plan thermique, contribuant à l'efficacité énergétique du parc immobilier. Face à l'urgence climatique, c'est un outil incontournable à la décarbonation de la construction. Il permet la construction bas carbone, il s'inscrit dans une économie circulaire et durable et dynamise une filière forêt-bois française qui valorise nos ressources locales. Des projets d'envergure partout en France. Aujourd'hui, la construction bois n'est plus réservée aux maisons individuelles ou aux chalets. Elle est également aujourd'hui capable de construire des immeubles de 8, 10, voire 12 étages, des lycées, des salles de spectacle, des complexes sportifs. En 2024, on note une progression continue du nombre de chantiers d'envergure portés par des maîtres d'ouvrage publics et privés, preuve de la confiance qui s'installe, malgré parfois la complexité des normes et réglementations. Le recyclage et le réemploi de traitements et déchets pour le bois est aujourd'hui l'un des matériaux les mieux revalorisés dans le secteur du bâtiment, avec un taux de revalorisation de 92,5%, soit 7,5 de déchets bois issus du bâtiment sont enfouis. Une performance remarquable qui témoigne de l'engagement historique de la filière dans une gestion responsable des ressources. Si aujourd'hui déjà le bois dans le bâtiment est un matériau les mieux revalorisés, il est difficile de comprendre que les entreprises de construction doivent participer à une complexité parfois de la REP bâtiment, PCMB, alors que la valorisation était déjà prise en compte avant que cette REP devienne un malus à l'usage du bois, qui pourtant existait déjà de fait. Par contre, un défi reste encore à relever, naturellement, puisque seuls 2,5% de produits sont valorisés, ce qui doit être un défi pour les années à venir. Mais le problème aujourd'hui reste les caractéristiques des normes et des réglementations des matériaux revalorisés. En conclusion, mesdames et messieurs les sénateurs, la construction bois est une réponse concrète aux défis de notre siècle. Une urgence climatique, réindustrialisation verte, relocalisation des filières emplois qualifiés et locales. Elle a besoin aujourd'hui de visibilité, de reconnaissance et d'un appui politique très clair. En soutenant la construction bois, vous soutenez une filière stratégique, moderne, durable et profondément française. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, je vous remercie de votre écoute. Merci, Monsieur le Président Maillard. Monsieur Weber, Monsieur le Président, je vous cède la parole. Monsieur le Président, merci. Mesdames, Messieurs les sénateurs, je vais m'approcher un peu. Voilà. Alors, comité stratégique de la filière bois, KESACO. La filière bois a été reconnue en 2014 comme filière d'avenir stratégique versus industrie. Donc on est parmi les 21 filières industrielles françaises. Ça, c'est un point extrêmement important qui démontre, d'une part, qu'aujourd'hui, la filière bois représente 12,8% des emplois industriels en France. C'est quand même pas rien. Les derniers comptages en 2023 de la veille économique mutualisée, c'est près de 420 000 emplois sur tout le territoire, une valeur ajoutée de 30 milliards d'euros, comme l'a rappelé le président Maillard, une valeur ajoutée qui se tourne essentiellement en majeur sur les métiers du bâtiment, la construction en particulier, mais vous avez également vous allez retrouver la pâte à papier, l'ameublement, l'emballage, l'énergie, dont on reparlera. Donc une chaîne de valeur très très longue, des emplois, comme l'a rappelé le président Maillard, durables et localisés sur les territoires. Vous êtes sénateur, sénatrice, et vous savez de quoi je parle. Une filière qu'il convient de défendre. Depuis la sortie du Covid, nous avons une accélération des investissements industriels en France, portés par des appels à projets, notamment France Relance, puis France 2030. Depuis 2021 jusqu'à fin 2024, c'est près de 2,1 milliards d'investissements supplémentaires qui ont été engagés dans la filière, sachant qu'en gros, la filière, tous les ans, investit 4 milliards d'euros. Donc il y a une accélération sur des
procédés essentiellement industriels, à la fois de capacité de sciage, mais également de séchage. Si vous voulez, une des faiblesses de la France était d'avoir une première transformation un peu en retard par rapport à ses voisins européens que sont l'Allemagne ou l'Autriche. C'est vrai que ces appels à projets qui ont été pilotés par l'ADEME ont eu d'excellents résultats. 2,1 milliards d'investissements dans un contexte quand même où la crise ukrainienne, l'inflation sont passés par là. Et aujourd'hui, ces investissements, on va les retrouver donc dans des capacités de sciage qui vont permettre de fabriquer des produits d'ingénierie pour le bâtiment. C'est essentiel. Et également sur des investissements notamment de cogénération, puisque beaucoup d'entreprises de première transformation utilisent les déchets de la transformation du bois pour produire de l'électricité et travailler ce qu'on appelle en autoconsommation. Ça, c'est un élément très important qu'il faut absolument préserver. Ces investissements aujourd'hui sont loin d'être finis, puisque aujourd'hui, pour ceux, sénatrices et sénateurs qui connaissent un peu la filière, on ne récolte que 55% de la croissance annuelle de la forêt. Rien à voir avec des pays comme l'Autriche ou l'Allemagne, où là, on coupe quasiment l'équivalent de la croissance biogénique annuelle. Donc on a encore un effet de rattrapage. C'est quoi l'enjeu? C'est aujourd'hui de relocaliser des produits industrialisés en France. Alors c'est vrai en majeur pour la destination du bâtiment qui tire complètement le marché. Mais moi, je viens de l'ameublement, et même dans l'ameublement où aujourd'hui c'est très compliqué, Philippe nous l'expliquera aussi, nous avons des champions dans les cuisines, notamment la fabrication de cuisine, avec des modèles économiques qui sont essentiellement portés par l'investissement industriel. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut absolument continuer à soutenir les investisseurs dans la filière. On n'est pas si nombreux que ça. 60 000 entreprises, beaucoup de PME, beaucoup de TPE qu'il faut appeler à consolider sur des marchés d'avenir. On l'a dit, la décarbonation du bâtiment passera par la filière bois, indéniablement. Vous savez que la part de marché du bois aujourd'hui en France, c'est 9-10%. On peut passer comme l'Allemagne ou l'Autriche ou la Suisse à 20%. C'est tout à fait faisable. On a d'ailleurs une adaptation en cours de la réglementation incendie sur ces sujets-là. Et ça, c'est quand même très important. Voilà, tout ça pour dresser le portrait d'une filière en croissance, en dynamique, créer 50 000 emplois depuis 2016. Je ne sais pas s'il y a tellement de filières comparables aujourd'hui en France. Donc il faut absolument continuer à soutenir cette filière parce que les investissements ne sont pas finis. On a encore d'énormes besoins face à un changement climatique qui affecte énormément la ressource, et vous le savez. Et la ressource, on ne peut pas la laisser dépérir en forêt, il va falloir la sortir d'une manière ou d'une autre. L'entreprise Poujoula vous parlera de ce sujet qui est un vrai sujet. Deuxième sujet, mobilisation de la ressource, qui nécessite également un niveau d'investissement plus élevé. Aujourd'hui, une abatteuse, ça coûte 700 000 euros. Aujourd'hui, les entreprises de travaux forestiers sont des petites entreprises. Il va falloir aider ce secteur à passer le cap, sachant que la réglementation environnementale est de plus en plus lourde, de plus en plus pesante sur les temps d'exploitation en forêt. Et ça, c'est un élément paradoxal où on va construire des usines et on va peut-être pas pouvoir forcément les alimenter comme on le souhaiterait. Et le changement climatique nous impose un renouvellement forestier beaucoup plus rapide qu'il n'est, puisque le dépérissement, il est total. Un tiers de ce que sort l'ONF de forêt aujourd'hui, c'est du bois dépérissant. Alors, il y a un biais, forcément, puisqu'on le récolte prioritairement, mais c'est quand même un signal sur lequel ce bois, il faut le sortir, il faut le transformer, et si possible, le transformer en France. Voilà. Propos liminaire fini. Merci, Monsieur le Président. On va maintenant donner la parole à Monsieur le Président directeur général du groupe Poujola, Monsieur Frédéric Coirier.
Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. Merci déjà d'organiser cette plénière pour pouvoir justement vous expliquer les sujets de notre filière. Juste pour rappeler rapidement le groupe Pujula, parce que je centrerai plutôt le propos sur la filière. Donc le groupe est effectivement un industriel français. Hein. Nous sommes à l'origine fabricant métallurgie, nous fabriquons des conduits de cheminée, des cheminées industrielles pour le logement, l'industrie. Enfin, nous sommes sur toute la chaîne de valeur, de la petite à la grande puissance, pour tout type d'application, tout type de combustible. La biomasse étant évidemment un point très important pour nous. Et au cœur de notre développement, leader européen, on fait un équipement sur 5 en Europe. Donc on est présent sur l'ensemble des marchés. Il y a des champions français, hein, il faut quand même se le dire. Nous avons aussi cette chance dans le secteur du bois d'avoir des entreprises de renom. Et nous avons lancé il y a une petite quinzaine d'années une branche bois énergie. Donc au-delà de l'équipement, nous sommes aussi le leader français de tout ce qui est granulés de bois, bûches, bois d'allumage, pour alimenter finalement les consommateurs en produits de qualité, performants, donc des produits prêts à l'emploi, hein, contrairement à ce qu'on peut trouver directement dans son lopin de terre, je dirais, auprès de son voisin. Donc des produits de qualité qui permettent d'apporter à la fois la performance énergétique, d'améliorer la qualité de l'air, qui est un sujet important, et puis de valoriser finalement aussi la filière, puisqu'on apporte de la valorisation à un produit qui parfois ne l'était pas. Voilà, je ne voulais pas plus en dire sur le groupe Pujula. Je pense qu'il faut plutôt vous parler de la filière. Et c'est vrai que notre pays, et quand on regarde l'Europe actuellement, sont dans une réflexion stratégique sur leur politique énergétique. On voit bien, on parle de PPE en France, mais c'est dans beaucoup de pays européens la même chose. Souveraineté énergétique, industrielle, électrification des usages, dont on parle tout le temps, en oubliant quand même que l'électricité, c'est que 25% de ce qu'on consomme aujourd'hui. Le sujet aussi, c'est d'avoir un approvisionnement en énergie de qualité, au meilleur coût, tout en sachant qu'on a quand même certaines fragilités, même si la France est, je pense, plus en avance que ce qui s'est passé en Espagne notamment. Mais il faut quand même qu'on soit vigilant aussi sur nos réseaux, et gardant en tête qu'on est extrêmement dépendant aux énergies fossiles. Aujourd'hui, c'est quand même encore 2/3 de nos consommations. C'est pour ça que parler du bois énergie, c'est quand même important, puisque c'est une énergie locale. Quelques chiffres clés pour vous donner le bois énergie en France, c'est 1/4 de la chaleur consommée dans le logement. C'est très peu connu, mais c'est quand même 25% de ce que les Français consomment dans le logement, dans l'ensemble. C'est 18% en Europe. Donc la France est un petit peu plus en avance que la moyenne. Le bois énergie, il alimente à peu près 10 millions de logements. Donc c'est un logement sur 3 en France, c'est 50% des maisons individuelles. Donc il y a 8 millions de maisons équipées, hein, donc avec des poêles, des inserts chaudières. Et il y a 2 millions de logements alimentés par des réseaux de chaleur. Il y a 1000 réseaux de chaleur en France, c'est assez peu connu. Et puis dans l'industrie, c'est 5000 chaufferies bois, qu'on va trouver bien sûr beaucoup dans l'industrie du bois, c'est naturel puisqu'on a les déchets sur site, mais aussi dans l'agroalimentaire, la chimie. Beaucoup de projets ont été mis en place au niveau français et ça continue. Le bois énergie, c'est aussi, et c'est peu connu, un outil de résilience. Je pense notamment à la période hivernale. En plein hiver, il faut savoir que le parc installé en France couvre l'équivalent de 10 tranches nucléaires en écrêtement. C'est-à-dire que quand le bois énergie tourne, c'est l'équivalent de 10 centrales qui aujourd'hui sont couvertes. Et ce que je peux vous dire, c'est que si on n'avait pas eu ça l'hiver 2022, la France aurait probablement connu des grosses difficultés. Et c'est pas un hasard si par exemple la Bretagne, qui est pourtant pas un pays forestier, est le plus équipé en France de bois énergie, puisque c'est là où on a le plus de tensions. Les gens régulièrement ont des alertes sur leur portable. Donc c'est quand même un point très important. Et puis c'est quand l'électricité, notamment renouvelable, est la moins disponible, qu'on utilise le plus le bois énergie. Donc l'électrification des usages et le bois énergie, ça fait sens ensemble. Ensuite, c'est une source de chaleur évidemment décarbonée, compétitive. Elle est 2 à 3 fois moins chère que les autres sources d'énergie. Elle est locale et riche en emplois. Je rejoins là mes collègues. 50 000 emplois non délocalisables, 35 000 emplois dans le chauffage individuel, 15 000 dans le collectif. Il y a plus de 150 usines sur tout le territoire. Et quand on parle de territoire, on parle souvent de milieu rural. Et ça, c'est très important. C'est quand même une chance aussi de pouvoir réindustrialiser certaines régions qui aujourd'hui sont en difficulté. J'ai moi-même investi lourdement dans le Berry, dans la Haute-Saône, qui ne sont pas forcément des territoires. On attendait des investissements de cette sorte. Et il y a plus de 85% de la valeur ajoutée qui est en France. Donc on est vraiment dans le local et je pense que finalement, il n'y a pas beaucoup de secteurs qui peuvent en dire autant. Le bois énergie, c'est un maillon essentiel de la filière bois. C'est une contribution en fait
essentiel à l'équilibre de la forêt et du bois en général. On ne fait pas de forêt pour faire du bois énergie. Je pense que ça, il faut le rappeler. On est plutôt le complément idéal du bois d'œuvre et de construction, de l'emballage, de l'industrie, notamment du panneau et du papier. La preuve, c'est que nos plus grands industriels, et là je parle des scieries, des panneautiers, des papetiers, sont systématiquement équipés de cogénération, comme vous disiez tout à l'heure, mais aussi pour beaucoup de granulés de bois. C'est-à-dire qu'ils le fabriquent pour valoriser leur connexe. Donc il y a une vraie complémentarité et ça fait partie de leur équilibre économique. Si vous le retirez, vous fragilisez leur écosystème. Et c'est une part, alors moi je vais peut-être faire cette petite aparté, mais c'est aussi une part de notre art de vivre. Je pense qu'il faut le rappeler, ça fait partie de notre culture. C'est très important pour la cellule familiale et il y a beaucoup d'études européennes qui montrent que le bois énergie est bon pour la santé en termes de déstressant et d'apport de chaleur dans des périodes où on en a besoin. Contrairement aux idées reçues, la consommation de bois énergie n'augmente pas. Elle progresse dans les réseaux de chaleur, c'est vrai, et dans l'industrie, mais elle baisse significativement dans l'individuel. Finalement, l'augmentation de l'un est compensée par la baisse de l'autre. La forêt grandit, comme a dit mon voisin, elle a du potentiel, elle a besoin de se transformer et elle doit donc être exploitée. Et la grosse difficulté que nous mesurons aujourd'hui, puisque nous sommes nous-mêmes acteurs, c'est qu'on ne mobilise pas assez de bois. Et la difficulté, c'est de le sortir de la forêt, par manque soit d'équipement, soit d'entreprise. Un sujet aussi qu'on entend souvent, c'est la qualité de l'air. Elle s'améliore très vite. Les émissions liées au bois énergie baissent déjà de 10% sur les 10 dernières années et elles baisseront de pratiquement 2/3 sur les 10 ans qui viennent. On est en voie de régler le sujet. On est donc sur une trajectoire vertueuse qui allie sobriété énergétique, développement local, qualité de l'air, pouvoir d'achat et souveraineté. Et pourtant, on veut brider le développement du bois énergie. Quand nous allons dans les ministères ou rencontrant les administrations, moi ce que je constate, c'est que le potentiel de cette filière est complètement sous-estimé. Le bouclage biomasse positionne systématiquement l'énergie en bas de l'échelle et on rend responsable la filière des problèmes de qualité d'air. Concernant le potentiel, je vous ai donné des chiffres précédemment, ils parlent d'eux-mêmes. C'est une filière qui a énormément de capacités. Concernant la qualité de l'air, les services de l'État communiquent depuis de nombreuses années des chiffres erronés sur le bois énergie qui seraient responsables de plus de 60% des sujets de particules fines. On a été évidemment stigmatisé, parce que quand on représente 2/3 du problème, on vous cible. Il aura fallu plusieurs études du laboratoire CERIC, du syndicat des énergies renouvelables, pour finalement éclairer les pouvoirs publics, et ces études convergent sur une part comprise entre 15 et 20%, pas 60%. Le Rocklore de la qualité de l'air, qui a démarré il y a une quinzaine de jours, qui a été introduit, a rétabli la vérité en disant que 18% des particules fines sont issues du logement résidentiel, sachant qu'il y a plein d'autres sources que le bois énergie. Comment peut-on se tromper à ce point, annoncer 60% plus, alors que la réalité se situe plutôt entre 15 et 20%? C'est une injustice qu'il faut absolument réparer. Sur le bouclage de la biomasse, il a été fait une étude qui empile tous les desiderata des consommateurs existants et futurs. Des hypothèses extrêmement ambitieuses ont été mises sur la table et il est assez fort probable que beaucoup de projets ne se réaliseront pas. Les consommateurs existants que nous sommes démontrent qu'il est possible, je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire plus avec moins. Il serait logique qu'on demande aux futurs consommateurs d'en faire autant. Je voudrais enfin terminer sur une note positive et optimiste pour aller à l'échelle peut-être européenne. Aujourd'hui, il y a plus de 50 millions de maisons européennes qui sont équipées d'un appareil de chauffage au bois. C'est une maison sur deux. Et dans les pays les plus électrifiés, c'est 80% de taux d'équipement. Donc c'est peut-être l'avenir qui se dessine ici. Je pense à la Scandinavie notamment. Une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, le parc est composé à 40% d'appareils anciens. C'est évidemment les plus émetteurs, c'est 75% des émissions. Il faut absolument s'occuper de ce sujet. L'Association européenne des fabricants et le laboratoire CERIC ont mené une étude européenne pour apporter des réponses à toutes ces questions. Et ce qu'il apparaît, c'est qu'à l'horizon 2035, nous pouvons affirmer qu'il sera possible d'équiper 10% de logements supplémentaires en consommant 25% de bois en moins, en divisant par 3 les émissions et en créant plus de 100 000 emplois. C'est donc une opportunité extraordinaire pour l'Europe, pour la France, de gagner en souveraineté, en compétitivité et en potentiel industriel. Pour finir, peut-être quelques recommandations pour nos décideurs politiques. Le premier, c'est qu'il faut, à partir de ces données, faire collectivement la promotion du bois énergie performant, j'insiste là-dessus, et valoriser son rôle essentiel dans le mix énergétique.
Il n'est pas normal que le potentiel que nous avons soit si peu valorisé et voire même critiqué. Deuxième sujet, c'est d'accélérer le renouvellement du parc d'appareils le plus rapidement possible, mais sans freiner son développement. Soutenir l'acquisition d'équipements performants doit être poursuivi. Troisième sujet, c'est la promotion. Il faut promouvoir l'utilisation de combustibles de qualité et labellisés. C'est grâce à ça qu'on consommera mieux et moins. Là-dessus, nous avons des exemples. Nous savons que les produits de qualité permettent de baisser les consommations de 25 à 30%. Et enfin, encourager les bonnes pratiques, soutenir la montée en professionnalisation et éduquer le consommateur. Là-dessus, l'ADEME a démarré il y a quelque temps des campagnes d'information vis-à-vis des consommateurs et nous savons que c'est très efficace, ça se mesure dans le comportement des consommateurs. Mais encore une fois, la France est assise, je dirais, sur un vrai potentiel, il ne faudrait pas qu'elle le gâche. Voilà le message que je voulais vous passer. Merci, Monsieur le Président Directeur Général. Je cède maintenant la parole à notre dernier intervenant, Monsieur le Président Denavi. Monsieur le Président, je vous remercie, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Je vous remercie de me donner la parole pour aborder un sujet qui, aujourd'hui, est stratégique et très préoccupant pour la filière bois, qui est la capacité de nos entreprises à continuer à être assurées. Vous avez reçu déjà un certain nombre d'entrepreneurs au mois de novembre sur cette thématique et je peux vous rassurer, rien n'a changé. Nous sommes dans la même situation. Très rapidement, pour me présenter, je dirige un groupe industriel français avec 9 implantations, 3 usines, 4 dépôts logistiques en France. 100% de nos fabrications sont françaises et nous distribuons essentiellement nos produits sur le marché français au travers des réseaux de la distribution professionnelle qui alimentent le marché du bâtiment, la distribution grand public qui permet aux consommateurs de bricoler chez lui le dimanche ou pendant ses vacances, et puis des marchés industriels tels que la filière nautique et la filière ferroviaire, où nous alimentons des produits techniques qui rentrent dans la composition de ces produits. Le groupe emploie environ 400 personnes, soit 1% de la masse salariale, des effectifs de la filière. Donc nous sommes tout petits et néanmoins confrontés à un certain nombre de difficultés. Notre secteur est confronté aujourd'hui à une double peine sur la problématique des assurances, puisque d'un côté, nous avons des exigences assurantielles de plus en plus lourdes, et de l'autre, un désengagement croissant des assureurs. Aujourd'hui, on considère que seulement 10% des assureurs s'intéressent encore à la filière bois, ce qui met en péril la pérennité même de nos activités. Je ne parle pas ici d'une difficulté théorique, et je vais essayer de passer au travers de quelques exemples sur les difficultés quotidiennes des entreprises de la filière. C'est des réalités vécues sur le terrain et c'est celles que rencontrent les chefs d'entreprise tous les jours. Donc, comme je le disais, des coûts d'assurance qui sont devenus insoutenables. La remontée des acteurs de la filière bois et notamment des fabricants de panneaux contreplaqués français comme d'un certain nombre de scieurs et de négoces qui sont des clients ou des confrères, nous remonte que les primes d'assurance sont à minima doublé sur les 3 à 4 dernières années, et pour certains d'entre eux triplé, mais à minima doublé, sans qu'aucun sinistre ne soit parvenu. Lorsque les garanties sont encore disponibles, elles ne couvrent plus 100% du risque, car le porteur principal aujourd'hui s'engage sur une fourchette de 30 à 40%, avec un recours obligatoire à plusieurs co-assureurs, et il est difficile de couvrir 100% du risque dans la situation actuelle, quelle que soit la situation de l'entreprise. Parallèlement, les franchises atteignent des niveaux absurdes. À titre d'exemple, j'avais une remontée d'un négociant qui n'a pas d'activité industrielle, donc la nature du risque est quand même relative, et on peut considérer qu'elle est moindre que celle d'un industriel qui fait du sciage ou en tout cas du process. Et le niveau de franchise qu'on lui demande pour 800 000 euros de stock était de 400 000 euros. Autant dire qu'il s'assure pour ne pas être assuré, puisque en cas de sinistre, il ne serait pas en capacité de reconstruire son négoce. On est là sur une PME, mais on va retrouver la même problématique sur des industriels de plus grande taille, et dans certains cas, cette franchise peut représenter 40% du montant global assuré. Il est évident qu'à 40% du montant global assuré, on s'interroge. Aujourd'hui, les exigences sont de plus en plus nombreuses. Alors, elles sont légitimes, puisque les assureurs conditionnent aujourd'hui leur couverture à la mise en place de dispositifs complexes et coûteux, mais je le répète, légitimes: sprinklage généralisé, système de détection renforcé, procédure de nettoyage accrue, audit régulier. Pour information, les audits sont financés par les assurés. Je verse tous les ans 9 000 euros à des collaborateurs des compagnies d'assurance pour venir auditer mes usines, pour me dire que je ne suis pas aux normes et augmenter ma prime d'assurance. C'est la méthode.
Donc, ces mesures, elles sont utiles, mais parce que nous sommes bien sûr les premiers à vouloir sécuriser nos outils industriels, mais ce sont des investissements lourds, souvent pluriannuels, qui n'ont pas de rentabilité immédiate pour l'entreprise. Et nous devons nous engager de façon pluriannuelle, alors que les assureurs, eux, s'engagent sur des contrats annuels, sans visibilité et sans garantie de renouvellement d'année en année, ce qui veut dire que les mesures que nous mettons en place ne nous sécurisent pas sur la pérennité des contrats d'assurance. Sur ce sujet-là, à titre d'exemple, une de nos usines pour lesquelles j'ai fait un investissement, c'est une usine qui fait environ 10 000 m², investissement supérieur à 1 million d'euros de sprinklage, a vu depuis la mise en place du sprinklage son montant d'assurance doubler sur les 4 dernières années. Donc on voit bien l'inadéquation, c'est-à-dire qu'actuellement on a un système qui ne récompense pas la prévention. C'est-à-dire que malgré les efforts faits et consentis par un certain nombre d'entreprises, le secteur reste marqué. En tout cas, les assureurs continuent à appliquer des hausses systématiques. Donc bien sûr, il y a le spectre de l'inassurabilité qui pèse au-dessus de la tête des dirigeants. Et dans tous les commentaires de chefs d'entreprise qui me sont remontés, chacun d'entre eux disait « je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi est fait l'avenir sur la question des assurances. Je ne sais pas prédire. Je ne sais pas anticiper. Et comment voulez-vous investir quand vous ne savez pas prédire ? Comment voulez-vous faire des projets quand vous ne savez pas comment vous allez être considéré ? Donc plusieurs assureurs se retirent aujourd'hui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Environ 10% seulement des assureurs couvrent la filière bois. On évoque clairement leur intention de le faire. D'autres refusent purement et simplement de couvrir les risques. En amalgamant l'ensemble de la filière bois, puisqu'on traite aujourd'hui quasiment de la même manière des négociants avec des entreprises avec des risques industriels plus sensibles, il y a matière à discuter, ou en tout cas à rentrer dans le détail pour pouvoir couvrir ceux qui en ont le plus besoin. Pourtant, la sinistralité réelle reste faible, notamment sur la partie des distributions, des dépôts, que ce soit ceux des négociants ou des industriels, sur lesquels les risques ou les sinistres sont quasiment nuls. Un autre exemple que je voulais vous donner, c'est un exemple que j'ai sur une usine de mon groupe qui est une usine qui est ancienne. Elle date de 1928. Donc forcément, elle a grandi avec le temps, elle fait 2,5 hectares. Et cette usine, aujourd'hui, pour pouvoir la sprinkler, il faudrait refaire la toiture dans sa globalité, puisqu'elle n'est pas en capacité de supporter le sprinklage. Ce qui veut dire que nous avons des discussions avec les compagnies d'assurance depuis 10 ans, avec des solutions alternatives qui ont été mises en place, des surveillances nocturnes, du gardiennage, des RIA un peu partout, etc. Toute mise en place de procédures qui, in fine, n'ont servi à rien, puisque depuis 2022, la proposition qui m'a été faite par l'assureur, et les industriels n'aiment pas parler de ça parce qu'on expose nos propres problèmes et tout le monde veut en tirer parti parce qu'on est dans un marché concurrentiel. Mais cette situation, je l'évoque parce qu'elle est assez drôle. Il m'a été proposé de doubler la prime d'assurance et de mettre en place une franchise de 10 millions d'euros. Ce qui veut dire en clair que je n'étais plus assuré. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai fait ? Depuis 2022, nous avons un site industriel sur lequel nous avons nos propres équipes de surveillance et de veille. Nous avons mis en place des relations en local avec le service des pompiers. Nous avons des pompiers parmi nos collaborateurs. Et nous avons une organisation. Ça coûte. Ça coûte. Mais nous ne pouvons plus assurer ce site, sauf à en stopper l'exploitation, à reconstruire un autre site à côté, etc. etc. Le coût de l'investissement, c'est 2,5 millions d'euros. Donc c'est un exemple, mais cet exemple, on le retrouve chez les fabricants de meubles, on le retrouve chez un grand nombre d'acteurs industriels, et à l'exception des dernières usines, une grande partie du parc immobilier de la filière bois, et je pense aux scieries notamment, sont des entreprises familiales avec des histoires, un passé, et donc des entreprises qui, au fil du temps, ont grandi, ont des niveaux de rentabilité aujourd'hui qui sont faibles parce qu'on est dans une situation de crise économique qui nous affecte globalement dans la filière. Et bien entendu, ce n'est pas le meilleur moment pour investir de l'argent à fond perdu, même si on a besoin d'être assuré. Donc le résultat, c'est qu'un simple refus de renouvellement peut signifier la fin d'une entreprise, même saine, même compétente. Et sans couverture d'assurance, on complexifie un certain nombre de choses dans la vie d'entrepreneur. C'est-à-dire qu'on lui coupe l'accès à certains prêts, à certains moyens de financement. On lui coupe certains contrats, certains marchés, voire des marchés publics sont conditionnés à des conditions d'assurance. Donc certaines activités ne sont plus possibles. Alors ce n'est pas exagéré de dire que certaines entreprises vivent avec une épée de Damoclès
permanente et que nous aimerions bien trouver une solution pour ça. Donc je ne suis pas venu ici pour me plaindre. Ce constat, on le fait depuis de nombreuses années, on y travaille. Je voulais vous partager des exemples pour vous expliquer les solutions auxquelles nous pensons et sur lesquelles nous aimerions que l'on puisse travailler ensemble. La première piste, c'est le soutien du financement des investissements de prévention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si toutes les entreprises qui ne sont pas sprinklées trouvaient facilement un accès au crédit, voire aux aides, au travers de fonds publics, de l'aide des régions, du plan France 2030 ou d'un accompagnement de la BPI, nous pourrions permettre de moderniser les équipements sans compromettre l'équilibre économique. Il faut, sur ces biens de sécurité des sites, et donc sur la prévention, il faut des financements longs, peu coûteux, et des garanties. Probablement des garanties d'État. La deuxième piste, c'est la création d'un mécanisme de garantie publique ou de coassurance mutualisée pour les secteurs à risque spécifique. Ce type de dispositif existe déjà dans d'autres filières. Et il s'agit ici de permettre de continuer à fonctionner sans que les entreprises soient livrées à l'arbitraire ou à l'abandon. Et ça pourrait être une prise en charge partielle des assurances en RC, en responsabilité civile, ou une co-assurance sur la partie dommage. En tout cas, une aide qui faciliterait la discussion. Et puis le troisième point, et celui-là il semble évident mais il n'est pas mis en place, c'est le rapprochement des acteurs, à savoir que je pense que nous avons besoin de l'État pour coordonner une discussion entre les patrons des organisations professionnelles, les gens comme Dominique ou Patrick Maillard qui sont ici, donc qui ont des responsabilités dans la filière, et que ces responsables d'organisations professionnelles puissent parler avec les assureurs des problématiques pour arriver à séparer et à distinguer la nature des risques en fonction de la nature des entreprises. Quand on vous assure, quand on cherche à assurer ou à couvrir un risque sur un site, il y a des moyens de réduire les risques en répartissant les stocks, en réorganisant les flux. En tout cas, il y a des solutions en interne que nous savons trouver quand nous ne sommes plus assurés. Nous voulons les partager avec les assureurs, et pour ça, nous avons besoin de l'aide de l'État et de l'organisation d'une table ronde permanente sur ces échanges. Sans action concrète, nous allons dans une très mauvaise direction. Et puis, enfin, je voulais aussi vous dire clairement, comme mes trois confrères, c'est que la filière bois est une filière d'avenir. Elle porte une partie de la solution des grands défis climatiques en fournissant des matériaux durables, en stockant le carbone, en développant des emplois non délocalisables. Et il serait paradoxal de promouvoir le bois comme une ressource stratégique tout en rendant son exploitation économiquement invivable. Et la transformation industrielle a un poids très important, parce que si on ne transforme pas, on n'exploite pas la forêt. Si on n'est pas en capacité, dans nos usines de transformation, de fabriquer des panneaux, de fabriquer des avant-produits pour le bâtiment, de fabriquer des éléments de charpente, le marché européen ne nous a pas attendu. Les industries allemandes, autrichiennes, en tout cas l'Europe a une industrie forte, surtout avec des pays dans lesquels la part du bois est plus importante. Et si nous ne soutenons pas l'industrie, ce n'est plus la ressource française que nous allons consommer, c'est une ressource étrangère, parce qu'elle devrait être fabriquée par des usines qui, elles, sont assurées et qui ont des conditions d'exploitation qui leur permettent de vivre. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre écoute attentive. Ce que nous défendons aujourd'hui, ce n'est pas un privilège, c'est la possibilité de continuer à produire, à investir et à embaucher dans une filière essentielle à la transition écologique. Nous sommes prêts à faire notre part, mais nous avons besoin de règles plus justes, de visibilité et d'un accompagnement à la hauteur des enjeux. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous quatre. C'est bien parce que vous êtes super bien complétés en abordant des thèmes différents, mais qui ont tous lien avec la filière bois, aussi bien le thème de l'assurance, le bois énergie, l'industrie, etc. Donc, merci beaucoup. Je vais donner la parole à Guillaume Gontard, donc, qui est co-rapporteur de cette mission Assurance, Énergie et Entreprise. Et puis après, chers collègues, soit vous nous faites signe, soit vous vous inscrivez sur la boucle WhatsApp si vous avez des questions à poser. Guillaume. Merci, Monsieur le Président. Merci pour effectivement vos interventions qui se complètent, et puis de la mise en valeur, en tout cas, de la filière bois.
Peut-être 2 mots du coup sur le. Donc, je suis co-rapporteur de la mission Assurance, Énergie et Entreprise avec mon collègue Michel Canvet, du coup, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui. L'idée, c'était effectivement de travailler. Donc, on remettra nos propositions fin juin, ça a été évoqué, mais l'idée, c'était de travailler, et vous l'avez bien évoqué, sur la question de ce qui peut peser sur les entreprises. Et c'est vrai qu'on a choisi deux thématiques particulières. La question des assurances. Voilà, vous l'avez très bien décrit, les problématiques qu'on peut avoir. Et puis la question énergétique, notamment dans un contexte à la fois d'augmentation des coûts de l'énergie, que ce soit gaz, électricité, de l'après-ARENH aussi, et donc de toute la réglementation qui est en train et qui va se mettre en place aussi sur le coût de l'électricité, qui va avoir un impact à la fois sur la compétitivité des entreprises, mais aussi sur la question de la décarbonation. Donc voilà, du coup, c'est un peu les orientations qu'on s'est données sur ce rapport. Sur la question des assurances, je dirais qu'en fait, vous avez balayé exactement ce qu'on a pu voir. Alors, sur différents secteurs, en fait, effectivement, filière bois, c'est très, très marqué, quoi, hein. C'est vraiment quelque chose qui est ressorti sur une vraie problématique, à la fois de coût de l'assurance, à la fois de contrats qui s'arrêtent du jour au lendemain. De primes d'assurance qui s'envolent totalement. Effectivement, du coup, la question de l'intérêt en fait de s'assurer des franchises, des franchises d'assurance et du coup de l'intérêt de s'assurer à terme. Et puis aussi les conditions qui sont demandées. Et vous en avez parlé, que ce soit le sprinklage, que ce soit la détection, que ce soit tous ces éléments-là. Souvent, et c'est pareil sur l'agroalimentaire, sur des bâtiments qui sont anciens, historiques, etc., sur lesquels il y a un coût qui est nécessaire, parce qu'effectivement, la protection, tout le monde a envie de la faire, mais du coup, qui a un impact très fort, quoi. Donc voilà, du coup, je ne vais pas revenir là-dessus, parce qu'en fait, vous avez très bien décrit et listé l'ensemble des problématiques qui sont communes, en fait, à beaucoup de secteurs, notamment sur l'agroalimentaire qu'on a pu avoir également. Et dans les pistes que vous proposez, je pense que le soutien, en tout cas d'avoir un fonds de soutien sur les aménagements, en tout cas, qu'il peut y avoir, qui permet justement à la fois de mieux sécuriser les bâtiments, à condition derrière que les assurances, effectivement, jouent le jeu en termes de primes d'assurance. Et puis, du coup, l'autre aspect, je pense, qui est important dans ce que vous avez dit, c'est le lien, en tout cas, c'est d'avoir des discussions très fréquente et courante entre le monde des assurances, de l'entreprise, pour essayer de voir où sont les problématiques, comment justement on peut avancer, et puis aussi pour que les entreprises aient un peu plus de visibilité. Donc voilà, sur cet aspect-là, je n'irai pas plus loin, puisqu'on aura d'autres propositions, mais je les garde pour la fin, pour la présentation du rapport. Sur la question énergétique, je pense que c'est... Alors plus globalement et au-delà même du rapport, je pense que de remettre la question du bois et de la biomasse sur la question énergétique, je pense que c'est important. C'est vrai qu'on a une vision très d'électrification, en tout cas de nos fonctionnements et notamment du chauffage. On le voit sur les pompes à chaleur, et pour avoir été rapporteur d'une commission d'enquête sur les politiques de rénovation thermique, on avait justement appuyé très fortement sur l'utilisation du bois énergie, et en tout cas de dire que, et notamment à travers des réseaux de chaleur, de dire qu'attention, c'était quelque chose qu'il fallait pouvoir préserver et même développer, parce qu'effectivement, si on va que sur l'électrification, on aura des vrais problèmes. Mais peut-être pour revenir moi sur le rapport, et en tant que co-rapporteur, j'avais peut-être plus des questions justement sur la filière, sur l'impact du coût énergétique et notamment des contrats d'électricité, qui peuvent être très différents quand on est dans de l'électro-intensif ou quand on est sur des plus petites structures. Donc, ce qu'on a pu revoir, mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus, c'est que des difficultés en fait à avoir et à contractualiser sur des contrats de long terme, en ayant toujours un peu cette crainte de savoir quelle va être la visibilité et est-ce que si on s'engage sur un contrat de long terme, est-ce que c'est le bon et est-ce qu'on n'a pas intérêt à attendre? Et donc cette question de visibilité, en tout cas sur cet aspect-là. Et puis ensuite sur la tranche des plus petits consommateurs, sur lequel en fait on voit qu'il manque une tranche, un contrat qui soit spécifique en fait avec ceux qui sont au-dessus des 36 kVA et qui du coup auraient besoin en fait de cet encadrement des prix et avoir une visibilité. Donc ça m'intéressait aussi de vous entendre sur cet aspect-là.
sachant aussi que c'est vrai que sur tous les métiers du bois, et ça c'est un autre aspect qu'on a aussi sur la question industrielle, était souvent lié quand même à l'hydroélectricité aussi. On avait souvent la question scierie, etc., avec la question de barrage ou de voilà, qui a forcément évolué dans le temps. Mais du coup, ce lien historique avec la production électrique, du coup, vous avez parlé aussi de la cogénération, je pense, qui est aussi importante. Et peut-être aussi, si vous avez des éléments sur en termes de cogénération, sur les facilités justement, soit à réutiliser l'électricité en interne, soit à la revente d'électricité aussi, qui peuvent être intéressants aussi pour nous à avoir comme question. J'aurais plein d'autres questions, mais je m'arrête là. Merci. Merci Guillaume. Messieurs, je vous laisse vous organiser pour la réponse et après on posera les questions deux par deux. Se préparent Pauline Martin et Clément Pernaut. Voilà. Donc je vous laisse faire tous les quatre répondre aux questions de notre co-rapporteur. C'est ça. Oui, alors concernant l'assurance, on va peut-être pas revenir là-dessus. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Je rajouterai peut-être un élément qui n'a pas été évoqué, c'est la provision sur investissement. Si on devait imaginer un dispositif qui ne coûterait pas à l'État, sauf à différer la perception de l'impôt, mais ça aurait un vrai effet. C'est une demande qui date dans la filière, qu'on n'a jamais obtenue, mais qui ne tente rien à rien. Et je pense qu'aujourd'hui, au regard des besoins d'investissement, de prévention, mais la prévention, c'est pour investir derrière, je pense qu'une part de provision sur investissement aurait peut-être un intérêt. Pour en revenir à l'énergie, alors on n'est plus tout à fait dans la situation qu'on a pu connaître il y a en sortie de crise ukrainienne, avec des doublements, triplements, quadruplements des factures d'électricité, sachant que globalement, effectivement, on a une première transformation qui a besoin de puissance. On a aussi, sur la mise en œuvre, mais même sur la préfabrication de façon générale, des besoins électriques qui ne sont pas absolument colossaux, mais qu'il faut bien surveiller et bien calibrer. Je pense qu'il faut vraiment se préoccuper quand même de pouvoir avoir des contrats moyen-long terme sur des puissances modérées. Sur l'autoconsommation, la cogénération, ça c'est absolument indispensable de maintenir ce type de dispositif parce que c'est ce qui permet d'équilibrer l'exploitation de l'entreprise de première transformation ou de l'unité de fabrication de panneaux ou de pâte à papier. Ça, c'est évident. Sur ces sujets-là, cette autoconsommation, il faut la protéger. Ça veut dire que on va consommer de la matière, effectivement, qui du process industriel, et ça va permettre de baisser forcément le coût d'exploitation. C'est ce que font, de toute façon, nos compétiteurs européens. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas soutenir de tels dispositifs. Après, je ne suis pas un très, très grand spécialiste de l'énergie, mais sur la partie, effectivement, bois-énergie, mon voisin en a déjà dit et pourra vous en dire plus. En fait, nous sommes une filière d'équilibre. L'énergie n'est pas là pour prendre la place du bois d'œuvre. En majeur, l'affaissement du puits forestier, on le compensera par un puits carbone dans les matériaux. Ça, c'est un peu la règle. Que ça soit le bâtiment, le meuble, le parquet, les portes, les fenêtres et tout ce que vous voulez. Et le bois énergie, il vient équilibrer en fait tout ça. Et donc, il est important que le bois énergie ait sa ressource qui arrive, je dirais, en continu. Ça nécessite effectivement des mobilisations du bois d'œuvre plus importantes qu'il n'est aujourd'hui. Alors, encore une fois, on l'a peut-être dit, aujourd'hui, on a un vrai sujet d'accès à la ressource. C'est le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'exploiter en forêt. Alors, il y a les conditions climatiques, mais il y a aussi une réglementation environnementale qui se durcit, il faut quand même le dire, et qui empêche aujourd'hui une exploitation, je dirais, normale de la forêt, alors même qu'elle en a besoin. Ça, c'est quand même un point important. Et si on n'a pas ce bois dans les usines, on n'aura pas de quoi faire de la cogénération, on n'aura pas de quoi faire demain du bois énergie, ce qui est complètement paradoxal, quoi. Parce que sinon, il faudra chercher nos produits à l'étranger avec une mobilisation du bois qui vient d'ailleurs, forcément.
Voilà. Je peux peut-être répondre sur les sujets électriques. Alors, il y a deux sujets. Oui, il y a deux sujets. Il y a trois cas de figure sur la partie électrique. Effectivement, il y a les électrosensibles. Donc là, je pense qu'on commence à y voir un peu plus clair, même si c'est pas encore le post-arrêt n'est pas encore bien défini. Ensuite, il y a les électrosensibles. Et je pense que les électrosensibles, c'est plutôt. Enfin, moi, je connais bien la catégorie ETI dans le cadre du mouvement des entreprises de taille intermédiaire, mais c'est aussi la vie du bois en général. On est plutôt électrosensible. Je dirais que là, aujourd'hui, dans la situation, on trouve des contrats. C'est possible. On peut couvrir aujourd'hui, on peut acheter de l'électricité à 3 ans, à 5 ans, à des coûts compétitifs. Le seul sujet, c'est pour combien de temps et quel sera le mécanisme post-ARENH proposé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est possible d'acheter en France une électricité compétitive, même plus compétitive que nos voisins, il faut quand même le dire. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est plutôt favorable. Et c'est peut-être pour ça aussi que peu de gens se sont finalement engagés sur du très long terme, c'est qu'ils trouvaient chaussures à leurs pieds pour l'instant. La difficulté, c'est ceux qui avaient signé des contrats fin 2022, couvrant 3 ans, et qui sont encore engagés, et que certains fournisseurs refusent de discuter. Et ça, c'est pas possible. Je dirais qu'à un moment donné, si on est responsable et si on est un minimum patriote, il faut absolument trouver une solution pour que ces gens-là puissent au mieux étaler sur un réengagement, par exemple, sur une période, parce que là, c'est vraiment très compliqué. Là, vous avez en plus le coût de l'énergie et les marges sous pression, c'est insupportable. N'oublions pas la chaleur, parce que c'est un point très important pour le bois énergie. On consomme beaucoup de chaleur pour sécher nos bois, d'énergie d'ailleurs, hein, pour sécher des granulés. C'est souvent d'ailleurs même la puissance la plus importante dans un site. Et effectivement, là, on a besoin d'une continuité des mécanismes de soutien, cogénération, fonds chaleur. Fonds chaleur, c'est un formidable mécanisme qui ne coûte pas cher, puisque face à l'investissement, enfin face à l'engagement public, vous avez une tonne carbone qui est très peu chère, 35 ou 40 euros, je crois. On est sur un coût carbone qui est très faible, avec une pérennisation des sites qui est souvent accrochée à ça, puisqu'effectivement on valorise les connexes et on peut faire du séchage à moindre coût versus l'électricité ou achat d'autres énergies. Donc il y a effectivement une visibilité sur le prix de l'électricité que la France peut faire, parce que l'industrie, c'est 20% de la consommation électrique française, donc c'est pas non plus, on parle, les électrosensibles, c'est 10% de la consommation, et l'industrie en général, c'est 20%. Donc c'est pas, on n'est pas sur la majorité de... Donc je pense que l'opérateur est capable d'apporter une réponse à tout ça, et n'oublions pas les mécanismes de soutien dans la chaleur, parce que c'est effectivement, en tout cas pour le bois, un élément très important, dès lors qu'on veut sécher les produits et qu'on veut monter en gamme, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut mieux valoriser nos produits et mieux valoriser les mètres cubes transformés. D'autres questions arrivent, vous inquiétez pas. Donc une question de Pauline Martin et Clément Pernaut, et ensuite on aura Anne-Marie Nedelec et Gilbert Favreau, mais déjà... Messieurs, très synthétiquement, avant de laisser la parole à mon collègue jurassien qui est bien plus pro que moi en la matière, vous avez évoqué et souligné un certain nombre de problèmes, et Dieu sait s'ils ne sont pas négligeables, mais pour qu'on puisse, nous, être utiles, si je devais hiérarchiser les problèmes, on commence par quoi ? Oui. Alors, vous savez, on a une expérience dans le Jura. Quand on parle de filière... Oui, parce qu'ils ne sont pas présentés. Donc, Pauline Martin est sénatrice du Loiret et Clément Pernaut est sénateur du Jura. Voilà, donc quand on parle de filière, on pense immédiatement au comté, puisqu'on va de la ressource, le lait, au fromage qui est dans les étals des grandes surfaces. Je ne crois pas que vous ayez une filière. Je l'ai dit pas plus tard que samedi devant tous les syndicats réunis au nom de la filière à Champagnole, mais vous ne fonctionnez pas comme une filière, parce qu'il n'y a pas un partage organisé entre vous de la valeur ajoutée. Donc voilà, après, une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit, mais ça permet quand même de positionner le problème, parce que je vois aujourd'hui les communes forestières, c'est notre souci, les communes forestières. Les communes forestières sont dans la grande difficulté, je parle principalement dans le Jura, puisque vous savez qu'on a eu des soucis avec le scorbut, le scolite. Le scorbut, c'est autre chose. Mais ce fut quand même une vraie pandémie pour notre territoire. Enfin bref, le scolite, donc il y a eu pas mal de soucis. On a quand même... bon, je ne veux pas parler des difficultés jurassiennes, parce qu'il y a quand même une spécificité liée aux Vosges et puis aux forêts du Jura, quoi,
avec ce problème-là. Mais ceci étant, c'est révélateur quand même d'une situation. On a une forêt qui est malade, liée aux évolutions climatiques. Il est fort vraisemblable que ces évolutions climatiques vont toucher l'ensemble de la forêt nationale, et vous n'en parlez pas. Vous voyez, je vous ai écouté les 4, 5, et vous n'avez pas parlé de la ressource première, de la difficulté. Je pense que c'est la priorité absolue. Parce que si demain on veut qu'effectivement en France on ait une politique bois, qu'elle soit en construction, parce que ça sera à mon avis un axe très important du développement de la filière bois, ça sera vers la construction, mais il y a aussi Ah oui, il y aura aussi la problématique de l'énergie, vous avez raison, parce que ça sera un facteur d'autonomie assez intéressant. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que je crois qu'effectivement, vous gagneriez à vous installer en filière, mais une véritable filière, avec la maîtrise de la ressource jusqu'aux produits, soit de l'énergie, soit dans la construction ou autre, et que vous auriez ainsi les moyens d'une pression. Parce que je ne vois pas bouger, moi, les autorités sur le sujet en France. Je vous le dis comme je le pense. Hein, les ressources, nos agents des eaux et forêts, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font des espèces d'expériences. Enfin, on voit des trucs qui ne sont pas du tout organisés, quoi. Ils font des expériences locales avec une parcelle. Ils font tentatives de plantation diverses et variées. Et puis finalement, le temps qu'on étudie les résultats, vous voyez, il n'y a pas un plan Marshall sur ces questions-là. Et je pense que si justement la filière était organisée, on aurait une autre logique, parce qu'il y aurait la puissance des industriels qui pourraient faire valoir leurs propos et mettre en avant la nécessité de s'adapter rapidement si on veut qu'effectivement demain ça soit une véritable richesse pour le pays. Concernant l'énergie, pareil, vous savez, on a essayé de mettre en place localement, c'est compliqué, hein, mais justement un dispositif porté par des communes de la forêt jusqu'à la vente de chaleur. C'est extrêmement compliqué si on n'a pas la main sur la ressource. Je rappelle quand même que les sacs de pellets sont passés de 3,50 à 13, 14 euros. Il n'y a pas d'éléments structurels qui permettaient de mettre... C'était spéculatif par rapport au coût de l'énergie parallèle. Donc on a l'impression que si on veut maîtriser quelque chose dans le coût de la chaleur, il faut maîtriser totalement la production de cette chaleur. C'est-à-dire de la forêt jusqu'à la production. Donc, moi, je me retourne vers vous en vous disant, vous, les industriels, comment demain vous pouvez agir pour essayer de structurer vraiment la filière de sorte qu'on lui donne vraiment un poids, en s'appuyant aussi avec les collectivités publiques, parce que locales, pour justement faire pression au niveau national, parce que je crois que pour l'instant, il n'y a pas une prise de conscience sérieuse de la nature des problèmes qui se posent dans les forêts. Messieurs, je vous laisse répondre. Je voulais juste préciser, parce que je me rappelle, on avait fait une audition avec Daniel Grémillet au moment où le prix du pellet avait explosé. Les explications qui nous avaient été données étaient notamment... c'était au moment de l'agression de l'Ukraine par la Russie, notamment le fait que la grande partie d'approvisionnement, parce que le pellet est fait à base de sucre, et que la grande région qui approvisionnait nos industries en sucre, c'était notamment la Russie. Et comme on avait fermé la coopération avec la Russie, ça avait quand même privé notre industrie du plus gros approvisionnement en sucre, donc ça avait fait exploser le prix. Plus derrière, genre de psychose qui s'était installé fin du printemps, début de l'été, et que tout le monde, au lieu de commander une année de consommation, même chez les particuliers, commandait jusqu'à 2, 3, voire 4 ans de stock. Et ce qui avait vu les stocks de pellets diminuer de 60 à 70% quand on est arrivé en septembre. Et donc, le marché avait été fortement perturbé. Et c'est vrai que le sac de 15 kilos à l'époque était passé d'à peine 5 euros à 12, voire 13 euros, mais qu'il est revenu là, un peu moins de 5 euros sur des commandes groupées, je crois. Vous êtes d'une expertise, Monsieur le Président, c'est remarquable. Non, mais il y a plusieurs... Mais je suis c'est effectivement le phénomène lié à plusieurs sujets. D'abord, le pellet est utilisé pour du collectif et pour l'individuel. Les Anglais consomment 4 fois la consommation de la France pour faire ils brûlent du pellet dans des usines qui avant faisaient du charbon. Et en fait, quand il y a eu crise énergétique, tout le monde s'est jeté sur les approvisionnements.
au-delà des problèmes russes, ça a en fait complètement désorganisé les chaînes d'approvisionnement et de vente, ce qui fait qu'effectivement, plus une consommation effrénée des particuliers qui se jetaient sur les produits et qui parfois stockaient 3 ans, 4 ans de consommation. Donc vous avez eu le phénomène un peu du beurre et de la farine, plus toute la désorganisation des flux, calée sur le prix du gaz, hein, à 300 € le mégawattheure, il faut se rappeler, hein, on est aujourd'hui à 10 fois moins. Ce qui fait que tout ça a effectivement provoqué un phénomène d'échauffement. Et aujourd'hui, le granulé est revenu au prix, déjà l'année dernière, mais au prix de ce qui était pratiqué en 2020-2021. Donc on est revenu complètement à la normale. La question de Pauline Martin par rapport... Alors, il y a une question qui a été soulevée par Clément Pernaut sur l'organisation en filière, de manière à avoir du poids face aux différentes instances, notamment à l'État et à l'administration. Et puis, Pauline Martin qui vous demandait les 2 ou 3 priorités de la filière, par ordre de priorité, si je peux m'exprimer ainsi. Je vais répondre sur l'organisation de la filière. En fait, la filière, elle est organisée aujourd'hui avec une interprofession qui s'appelle France Bois Forêt, régime agricole, et qui a vocation aujourd'hui à s'étendre à toute la filière. Donc, monsieur le sénateur, j'essaye de vous rassurer pour vous dire qu'on est en train de s'organiser pour travailler mieux et plus ensemble. Il faut rappeler quand même la caractéristique de la propriété forestière en France, hein. 25% forêt publique communale et 75% de forêt privée. 3,5 millions de propriétaires privés, dont 2,2 millions moins de 1 hectare. Un vrai morcellement. Aujourd'hui, vous avez à peine un peu plus que 50% de la forêt privée qui est réellement gérée sous plan de gestion. Énormément de propriétaires de parcelles, de petites parcelles, c'est parti en indivision au fil des successions, et aujourd'hui c'est plus géré. Donc c'est vrai qu'il y a des dispositifs, notamment le CNPF, le Centre national de la propriété forestière, qui est un établissement public, aide les propriétaires à se fédérer, à se réunir grâce aux coopératives, notamment aux experts forestiers, de mettre en gestion leur forêt. Mais c'est un dispositif qui est très long. Là, l'État, peut-être, pourrait faire un remembrement forestier, comme s'est fait le remembrement agricole à une certaine époque, et qui pourrait aider à ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a... On le sait aussi, et les propriétaires privés aujourd'hui n'entendent pas toujours forcément que l'État vienne s'occuper forcément trop de leurs affaires, quoi, hein, et ça, on peut le comprendre. Donc je pense que ça ne peut pas se résoudre de façon individuelle, ça ne se fera que de façon collective. Donc le rassemblement de la filière autour d'une interprofession unique, je pense que ça a du sens. Ça n'exclut en rien la mise en œuvre qui pourrait travailler sur d'autres sujets, puisque le bâtiment travaille en multimatériaux. Mais je pense que c'est indispensable si effectivement avoir une politique visible des pouvoirs publics. Parce que le comité stratégique, typiquement, aujourd'hui, nous, on se réunit tous les trimestres avec les 4 ministères qui s'occupent de la forêt. Il y a 4 ministères qui s'occupent de la forêt. Donc les cabinets... Et c'est ça, il y a aussi cette difficulté, c'est que la forêt est écartelée entre l'agriculture, le MTE, voilà. Donc, au moins, on a le mérite d'avoir un dispositif qui permet parfois au cabinet ministériel, à l'administration, excusez-moi, de se mettre autour d'une table et de s'apercevoir que chacun travaille sur les mêmes sujets. Bon, je ferme la parenthèse. Mais ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en route. Vous auditionnerez peut-être la présidente de France Bois Forêt, Anne Luzabo. Elle pourra vous confirmer. Et ça, c'est une dynamique qui est enclenchée aujourd'hui, qui prend du temps. Mais je suis complètement d'accord. Il faut passer par ce point-là pour aujourd'hui en faire je dirais, un élément visible des politiques publiques. Hein, c'est évident. Alors, si, Madame la sénatrice, vous souhaitez savoir ce qu'on doit faire pour la forêt, il y a deux choses. Si on veut juste transformer un tout petit peu la question de Pauline Martin, vous êtes 4. Oui. Si vous deviez, sans dire la même, citer chacun une priorité par rapport au métier du bois, par rapport à l'entreprise, par rapport au comité stratégique. Moi, je pense qu'il faut continuer de soutenir l'investissement industriel.
à la fois sur les aspects énergétiques, on en a parlé, cogénération, mais également sur les capacités aujourd'hui de sciage, de transformation du bois, de faire ce qu'on appelle des bois d'ingénierie qui vont aller dans le bâtiment ou dans le mobilier ou dans d'autres secteurs de la filière forêt-bois. Voilà ce que je considère il faut poursuivre. Et si on ne peut pas dégager des lignes budgétaires parce que c'est pas dans l'air du temps, ça je peux le comprendre, bien, il y a peut-être cette provision sur investissement, je reviens là-dessus, qui pourrait être une solution qui ne coûterait rien aujourd'hui à l'État, mais qui c'est un différé de récolte de l'impôt sur les entreprises. Voilà. Philippe. Je répondrai à monsieur le sénateur dans ma réponse à madame la sénatrice. En fait, la première chose à faire, c'est déjà de nous reconnaître comme une filière unie. Pendant très longtemps, ce que vient de dire monsieur le sénateur était la rumeur sur la filière. Il y avait les agriculteurs et les industriels et on nous opposait. Nous avions même au sein de nos organisations des interpros. J'ai pour ma part dirigé le FBIE jusqu'à l'année dernière et nous avons pris la décision de le fermer. Le FBIE représentait les organisations de l'aval de la filière. Ils nous avons pris la décision de façon collective de fermer cette organisation professionnelle, cette interpro, pour faire avancer toutes les organisations professionnelles dans une seule et même direction, qui est celle que doit conduire France Bois Forêt aujourd'hui et sur laquelle toutes les organisations qui sont autour de la table participent aux travaux qui sont en cours sur la structuration de la filière. Donc, ce travail qui a été fait par les hommes, il ne va pas régler le problème de la forêt en lui-même et la variété de la ressource et la problématique de la ressource. Mais il va en tout cas nous faire travailler d'une façon commune dans une même direction avec un travail sur les usages du bois et une structuration de l'industrie en fonction à la fois de la ressource et de la même manière une structuration de la ressource en fonction des besoins de l'industrie. Donc ce travail, il est entrepris, il est construit. Et j'apprécie la modestie de Dominique Weber, mais il est à l'œuvre sur ce travail depuis un grand nombre d'années. Et je dirais que c'est sa réussite d'avoir réussi à faire en sorte que les organisations professionnelles se parlent aujourd'hui, y compris les fabricants de pâte à papier, la Copacel, qui paraissent très éloignés de nos préoccupations et juste consommateurs de bois et de la ressource, qui sont associés à cette discussion. Donc ce premier travail, le premier sujet pour moi, en tout cas dans la hiérarchie des problèmes, c'est déjà de nous reconnaître comme une filière unie. Ce que nous sommes, et ça nous aidera. Effectivement, nous dépendons de plusieurs ministères, mais il faut que ces ministères se parlent. Et c'est le travail du CSF que d'accompagner à la fois les membres des ministères et les organisations professionnelles. Le deuxième sujet pour moi, c'est l'assurance. C'est-à-dire que dans on pense à ce qui vous préoccupe et ce qui vous empêche de dormir en priorité quand on vient vous rencontrer. Et donc, effectivement, on a cette problématique d'assurance et je pense qu'il y a urgence sur le sujet parce que je vois tous les jours des industriels inquiets, des industriels qui n'arrivent pas à vendre leur entreprise parce que, comme l'entreprise n'est pas assurée, ils ne trouvent pas de succession parce que personne ne veut investir dans le projet, etc., etc. Donc, on est en train de faire dépérir des vieilles entreprises avec des savoir-faire et il y a urgence. Voilà. Président Maillard ? Oui. Moi, je voudrais juste rajouter ce que disait Philippe David tout à l'heure, c'est que ça ne concerne pas uniquement que les grosses structures, ce problème assurantiel. Ça concerne aussi les petites entreprises qui ont des ateliers de 1000 m² à 3000 m². Il faut savoir qu'une entreprise qui a 1000 m², ça représente environ 1,8 million à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une entreprise qui fait 3000 m², c'est 4 millions à 4,5 millions. Et on leur demande d'investir 300 000 euros, qui ne sont pas un investissement productif. Ce sera un investissement qu'il faudra entretenir et maintenir dans le temps. Donc c'est quand même assez coûteux. Et la problématique qu'ont rencontré certains des adhérents, c'est justement qu'il y a des audits qui sont faits après coup. Après avoir signé des contrats, après plusieurs années. Et naturellement, dès lors qu'il y a des audits, il y a des prescriptions. Et le jour où il y aura un sinistre, on leur dira, bah oui, vous n'avez suivi aucune de nos prescriptions. Donc c'est un vrai problème aussi pour les petites structures. Moi, si je devais vous répondre, Madame la sénatrice, aux priorités, je dirais que déjà, il faudrait essayer d'éviter de trop malusser la filière bois ou la construction bois par différentes décisions qui sont prises. Et je dirais la deuxième chose, c'est tenter et d'aller vers de la simplification, de la normalisation et de la réglementation, et plutôt essayer d'aligner cette réglementation, cette normalisation, notamment dans la construction, de façon à pouvoir faciliter la mutation des bâtiments. Voilà. Merci. Alors, concernant la priorité, donc si je reviens sur l'énergie,
Le plus important aujourd'hui, c'est, je le disais tout à l'heure, 8 millions d'équipements en France, 40% sont anciens et c'est 80% des émissions. Donc la priorité, c'est le renouvellement des anciens équipements. Je parle de là des foyers ouverts, des anciens équipements qui datent de plus de 20 ans. Je pense que ça, c'est un vrai sujet, sans freiner l'augmentation du parc. On a aujourd'hui 8 millions d'appareils, on peut passer à 10 millions sans aucun problème. On consommera beaucoup moins, on fera plus d'énergie renouvelable, donc on protégera plus de consommateurs de variations de coûts d'énergie, et on aura une souveraineté plus forte. Et ça, c'est tout à fait possible, mais pour ça, il faut que certains dispositifs, je pense notamment à la prime Rénov', Mono, Geste, se poursuivent, et puis que certaines collectivités qui ont des enjeux puissent participer, et certaines d'entre elles le font, à des fonds Airbois, etc., puissent accompagner les foyers modestes, encore une fois, à pouvoir s'équiper, parce que c'est souvent eux qui, aujourd'hui, subissent la précarité énergétique. Donc je pense que ça, c'est le vrai sujet, remplacement, accroissement du parc, sachant que ça ira avec une baisse de consommation, donc tout ça est parfaitement gérable. Ça, c'est le sujet sur Bois Énergie. Pour revenir à votre question, monsieur le sénateur, il y a quand même une filière. J'ai une usine en Haute-Saône, on a fait venir les communes forestières de votre département. Non, mais elles sont venues visiter l'usine. On travaille avec Chauvin, que vous connaissez certainement aussi, scieur. Donc c'est des gens. Donc c'est pour vous dire que finalement, Chauvin exploite des parcelles, les transforme, fait du bois construction, a des déchets qu'on valorise en énergie via des granulés que nous vendons. Donc il existe, et ça je rejoins mes collègues, beaucoup de connexions finalement, peut-être pas forcément claires, mais en tous les cas, il y a des imbrications multiples et variées entre industriels de la première transformation. Ces gens de la première transformation sont de plus en plus dans la valeur ajoutée en faisant de la deuxième transformation, troisième transformation, voire même parfois intègrent leur distribution. Et puis vous avez des gens qui font de l'énergie, qui vont venir collecter les déchets pour pouvoir les transformer en énergie. Donc il y a de plus en plus quand même d'imbrication et de solidité et de travaux en bonne intelligence et en économie circulaire aussi. C'est ça qui est intéressant. Donc on évolue, on progresse. Sur le sujet des dépérissants, vous aurez remarqué, on a eu beaucoup de scolites. On a tout consommé. Ça a été très très bien géré entre des trains qui sont allés vers l'ouest, etc. Et la France, là, a peut-être une opportunité qu'elle sous-estime, c'est que les scolites ont touché énormément l'Allemagne, énormément l'Autriche, qui sont les plus gros scieurs européens. Et ces gens-là ont beaucoup moins de bois aujourd'hui. Et leurs usines tournent moins, faute d'approvisionnement pour certaines. Finalement, ce qui peut permettre à la scierie française, qui a encore un accès à la matière plus facile, de pouvoir gagner des parts de marché. Et je pense que là, ça veut dire qu'on a tout intérêt en tant que collectivité nationale d'encourager, comme on disait tout à l'heure, ces outils de production qui aujourd'hui ont certainement des capacités, peuvent produire parce qu'elles ont un accès à la matière plus facile que les pays étrangers. Voilà. Mais ce qu'il faut surtout aussi derrière, c'est qu'on plante. Continue à planter, qu'on continue à exploiter tous ces dépérissants. Et il y a du hêtre qui est dépérissant, il y a du chêne qui est dépérissant. Je veux dire, il n'y a pas que des résineux. Nous-mêmes, on en voit. On est capable parfois de transformer des bois impropres à la construction en bois énergie parce qu'il faut leur trouver un débouché. Bref, on a aujourd'hui tout un panel de solutions qui peut nous permettre de traiter ça, à condition, bien sûr, derrière, de replanter correctement, de gérer. Et ça, là-dessus, la France a certainement une opportunité, sachant qu'aujourd'hui, on ne récolte, encore une fois, que 50 à 60% du potentiel de croissance, quoi. Ce qui n'est pas du tout le cas de nos voisins, belges, allemands ou autrichiens, qui, eux, sont au taquet, voire ont des problèmes aujourd'hui de fourniture, parce qu'ils ont été obligés de couper de façon accélérée une grosse part de leur parc à cause de ces fameux scolites. Donc, il y a des enjeux sanitaires, mais il y a aussi des enjeux industriels potentiels qu'il ne faut pas sous-estimer pour nos industriels. Merci. Alors, on va faire une dernière vague de questions pour les 10 minutes qui nous restent. Donc, si mes collègues peuvent être concis. Anne-Marie Nedelec de la Haute-Marne, Gilbert Favreau des Deux-Sèvres et Michel Masset du Tarn-et-Garonne. C'est le Lot-et-Garonne. Le Lot-et-Garonne, pardon. C'est dans une région différente d'ailleurs. Voilà. Anne-Marie.
Oui, alors forcément, quand on parle à la fin, c'est toujours à nous qu'on demande de faire court. Mais je vais faire court, Monsieur le Président. Donc effectivement, la Haute-Marne, département vert, et également s'il en est, un parc national de forêt de feuillus d'ailleurs, qui est le 11e parc national français. Alors, j'avais une question sur l'organisation de la filière, mais mon excellent collègue Pernaut l'a posé, donc je ne reviens pas là-dessus. Non, moi j'ai une question qui revient souvent chez les exploitants forestiers, communes forestières. Vous avez parlé tout à l'heure de la nécessité de sortir la ressource. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la réglementation lourde. Donc j'aimerais bien, s'il vous plaît, m'en dire un peu plus sur justement ces contraintes du travail en forêt. Ça, c'est une question que j'ai régulièrement quand je me déplace dans les nombreuses communes forestières de mon département, où on me dit que c'est complètement une aberration absolue. Je pose ma question à mon tour. Je vais vous poser une question sur un sujet qui a été évoqué récemment au Sénat. On en avait discuté avec notre présidente qui s'occupe de la forêt au Sénat, et c'est le problème qui m'avait d'ailleurs été soulevé par quelqu'un que M. Coirier doit connaître, c'est M. Bernier, qui est un gros sieur du nord de mon département, qui m'avait interrogé sur l'affiliation obligatoire à la filière REP. Puisque lui, effectivement, il avait toute une partie de sa production qui finalement, puisqu'il est sieur pour l'essentiel, était revendu, mais sans qu'on puisse considérer que c'est un déchet au sens de la loi, de la loi REP. Et finalement, c'est un problème qui a été repris par notre présidente de la filière, qui a déposé une proposition de loi pour sortir le sciage, voire l'industrie du bois, mais là c'était très ambitieux, de cette loi REP, qui effectivement suppose que le sieur perd une partie du produit de son travail et doit quelquefois même payer quelque chose pour se débarrasser, pour utiliser les produits finis qu'il a fait. Donc c'est venu la semaine dernière, ou il y a 15 jours, devant le Sénat, et bon, la difficulté s'est très vite fait jour. Tout le monde admettait qu'il y avait effectivement un sujet qui ne correspondait pas complètement à la loi REP, parce que c'est vrai que sur cette profession, le déchet n'est pas véritablement un déchet, et pour autant, il fallait organiser ça. Alors, aux dernières nouvelles, à ma connaissance, la loi a été renvoyée pour une étude plus approfondie qui permettrait donc de définir ce qui doit être assujetti à la REP, ce qui ne doit pas l'être. Voilà, donc je vous suggère ça parce que c'est intéressant. Et dans certaines usines, bon, je pense à Archimbaud par exemple, qui est un voisin des Deux-Sèvres, c'est quelqu'un qui a quand même un gros volume de travail, et lui aussi sera concerné de façon très marquée par l'application de cette loi. Voilà ce que je voulais vous demander. Si vous avez là-dessus des précisions. Merci Gilbert. Michel Massé, pour conclure les questions. Oh, non, quasiment plus de questions, mais j'en profite d'avoir la parole pour vous parler de moi, vous parler de la vie, si vous voulez. Ce que j'ai fait ce week-end, si vous voulez ou pas. Non, sérieusement, j'étais là aussi sur effectivement la structuration de la filière. Je vois chez nous, on a l'implantation d'une usine importante dans le sud-ouest qui arrive, qui va faire du collet, du lamellé. Voilà, ce sont les professionnels eux-mêmes qui se sont inquiétés de la ressource, en disant, bien, cette nouvelle usine
qui est relativement importante, prendra de la ressource. Vous voyez, en termes de communication, ce que dit le collègue Pernaut. Voilà. J'avais une question sur le REP, mais mon collègue, avant, l'a plus ou moins abordé. Vos relations avec les éco-organismes. Et puis, bien sûr, oui. Mais aussi les éco-contributions, mais à mon avis, on n'aura peut-être pas le temps. Vous demandez aussi s'il y avait des collectes qui étaient organisées en termes de REP aussi dessus. Et puis, il y a un point peut-être à légiférer, en tout cas, à réfléchir. Les droits de succession sur les bois, particulièrement. Voyez-vous, en Lot-et-Garonne, souvent, les fermes agricoles disposaient d'un petit bois. Pas grand, hein, 5-6 000 mètres, des petits bois, moins d'un hectare. Et puis malheureusement, la vie fait que on se retrouve parfois 7, 8, 6, 5, 6, 7, 8 héritiers. Et dans ces cas-là, il ne se passe rien. Parce que les frais de succession seront supérieurs aux frais, au prix, enfin, en tout cas, du bien. Donc je ne sais pas, peut-être qu'on va légiférer là-dessus aussi. Merci, messieurs. Je vous laisse en même temps, vous prononcerez votre mot de la fin de cette audition. Pardon. Je vais démarrer sur essayer de porter réponse aux trois questions. Alors, sur le sujet de l'accès à la ressource de Madame la sénatrice, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des... Au-delà des événements climatiques, hein, vous savez que là, on sort d'années un peu compliquées où il a beaucoup plu et donc on ne peut pas forcément rentrer en forêt comme on le souhaiterait. Et en plus, il y a une réglementation environnementale. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste, mais qui empêche aujourd'hui de pouvoir rentrer en forêt à certaines périodes de l'année. Et ça, effectivement, il va falloir qu'on trouve un terrain d'entente parce qu'on ne peut pas imaginer quasiment, je rappelle, une abatteuse, c'est 700 000 €. C'est souvent des entreprises individuelles qui possèdent ça. Il faut que ces machines tournent. Si on ne peut pas les faire tourner, les faire travailler, c'est quand même un vrai sujet. Alors, on entend tous les problèmes de biodiversité, évidemment, on va s'adapter. Mais à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas avoir des usines, investir, mettre de l'argent public comme ça l'a été. Hein. C'est quand même... l'État a fait son travail. Et puis de ne pas avoir le bois qui arrive dans les usines, ça serait quand même un peu paradoxal. Donc là, je pense qu'il y a un travail... vous, les sénateurs, certainement, il y a un travail de reprendre sur ces sujets environnementaux, d'accès à la ressource. Et je sais que du côté de la propriété publique et privée, c'est un vrai sujet. Hein. Donc il faut absolument s'en emparer. Et il faut légiférer peut-être ou adapter ce qui a été voté récemment. Je pense notamment à L411, hein, qui semble poser de gros problèmes. Encore une fois, c'est pas ma grande spécialité, mais ça, je suis d'accord, Madame la sénatrice, c'est un sujet. L'autre point qui a été abordé, c'est la REP. Alors, je voudrais quand même dire que dans la filière forêt-bois, la responsabilité élargie aux producteurs, c'est quelque chose qu'on connaît bien depuis 2013, puisqu'on a mis en place une REP dans l'ameublement. Philippe, tu t'en souviens, et qui, juste pour rappeler l'histoire, en 2013, 90% du mobilier était enfoui en fin de vie. Aujourd'hui, la responsabilité élargie aux producteurs a été compliquée à mettre en œuvre, si j'y avais participé, mais si on regarde 12 ans après, 90% des meubles aujourd'hui sont recyclés. En particulier... ça permet de constituer par le broyat un intrant important pour le panneau de particules. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les fabricants de panneaux sont en capacité de mettre plus de 40% de bois recyclé dans leurs panneaux. Donc c'est un élément important d'équilibre de la filière. Donc on n'est pas contre ce type de dispositif. Mais à l'époque, quand ça avait été mis en place dans l'ameublement, on avait été très durement, on s'était durement frotté à nos clients distributeurs et on avait défendu mordicus quelque chose qui n'est pas clair dans la REP actuelle bâtiment. C'est ce qu'on appelle la visible fee, c'est-à-dire la taxe visible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas
imaginer mettre une éco-participation sur les produits si elle n'est pas visible tout au long de la chaîne. Parce que sinon, il y a des marges qui se font quand elle est invisible au fur et à mesure de la transformation de la matière. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, sur la REP bâtiment, c'est le problème principal. L'autre problème principal, c'est qu'on part de... le président Maillard l'a rappelé, aujourd'hui, le bois n'avait pas besoin de la REP, aujourd'hui, pour trouver son recyclage. Et la REP vient aujourd'hui bousculer quelque chose qui était plutôt assez bien établi. Donc ça, je pense qu'il faut y réfléchir. Je pense que l'éco-participation n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il faut l'adapter. Et en tout cas, il faut considérer qu'aujourd'hui, si c'est la mettre en place, ça coûte 3 ou 4 fois plus cher que ce qui existait avant, je pense qu'il n'y a pas lieu de mettre en place cette éco-participation. Donc Anne-Catherine Loisier, la sénatrice, elle a fait, je pense, un bon boulot. D'ailleurs, il y a un moratoire qui a été instauré par la... Pour aller devant, pour avoir un décret, quoi. Oui, Un voilà, décret voilà. d'application. Mais bon, je pense qu'on n'est pas contre, mais il faut qu'on discute et qu'on trouve quelque chose qui soit équilibré. Voilà. Juste peut-être. Peut-être. Ouais, juste pour. Oui, parce que Olivier... Non, mais attends, Clément, il faut... Ah, pardon. Non, mais si tu as une très courte intervention, moi je veux bien, C'est pas une mais question. il faut Je laisser rebondis à peine sur les propos. Parce qu'on est en limite de l'audition, là. Alors, si tu as 15 secondes. Non, c'est parce que j'ai participé aux travaux de Madame Loisier, puisque je fais partie de son groupe. Et je lui avais dit après, parce qu'il y a eu un micmac parlementaire, je n'ai pas trop compris. Bon, bref, le texte est toujours dans le circuit. Et je lui ai dit, rapproche-toi de Rittmann, de la délégation aux entreprises, parce qu'il faut qu'on mette... Oui, le grand sénateur Rittmann, de Haute-Saône. Là, vous allez vous installer, vous n'êtes pas innocent, c'est bien. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'il y ait la pression des industriels sur ce sujet-là. Vous voyez, ça fait partie, ça contribue aussi à mon idée de filière. Et je veux reprendre un point, parce que je crois qu'il est temps de légiférer sur la propriété de la forêt avec des schémas d'obligation, c'est-à-dire que les communes puissent préempter, puissent exproprier si nécessaire. Si, parce qu'à un moment donné, à un moment donné, soit on veut assurer une ressource pour nos industriels, soit on ne veut pas le faire. Mais si on ne veut pas le faire, on continue comme ça aujourd'hui, puis ça partira en cacahuète. Oui, juste peut-être Président Poirier. rapide. Sur la mobilisation de la ressource, madame, faut quand même on a tendance un peu à s'autoflageller en France. On fait bien les choses. Il faut quand même se le dire à la base. On ne fait pas n'importe quoi en France. Il y a des règles, il y a des acteurs, il y a des professionnels sérieux. Et il ne faut pas laisser penser qu'on fait mal le travail, comme peut-être certains voudraient le laisser penser. Le corollaire de tout ça, c'est que mais le corollaire de tout ça, c'est que derrière, des gens sont parfois agressés. On brûle du matériel en forêt. Voilà, et ça génère. Voilà, ça génère derrière des comportements inacceptables et il faut les protéger, ces gens-là, parce qu'ils font leur travail correctement, ils bossent 10 heures par jour dans leur machine. C'est des gens qui investissent, comme on disait tout à l'heure, 700 000 €, qui prennent des risques très importants et qui font leur travail correctement et qui sont dérangés dans leur travail, etc., ce qui n'est pas normal, pas correct. Donc c'est important, en tout cas, qu'on le dise, bien qu'il faut faire les choses dans les règles, hein. Il n'est pas question de transgresser, mais à un moment donné, il y a des gens qui ont quand même tendance à voilà. Ça, c'est le premier point. Sur la REP, hein, une expérience, parce que là, je sors du bois, c'est une façon d'expression, pour vous parler des produits qui nous concernent. Les conduits de cheminée, on vient d'être éligible à la REP. On a démarré la REP, on nous a fait des tarifs. L'année d'après, on les a multipliés par 6. C'est-à-dire que c'est quand même un peu, limite, un scandale quand même, parce que on vend de l'acier. L'acier, il n'y a rien de plus facile à recycler. Vous mettez un bout de métal devant chez vous, 10 minutes après, il n'est plus là. Donc, il n'y a pas de problème aujourd'hui de recyclage de nos produits. Ils sont 100% valorisés. Donc, encore une fois, on nous a fait des tarifs très attirants pour nous faire rentrer. Un an après, moi, je vais vous dire, chez moi, je suis passé de 30 000 à 160 000 €. C'est scandaleux. C'est un véritable impôt de production. C'est encore une fois des marges en moins. C'est du racket. Et il n'y a pas de service en face. Il n'y a pas de service. Voilà, donc on est tout à fait d'accord. Et il faut de l'économie circulaire, il faut valoriser les produits. Là-dessus, on est complètement d'accord. Mais il ne faut pas surfacturer des choses qui sont déjà organisées et qui fonctionnent. Voilà, c'est juste
un propos et j'espère que la ministre Pannier-Runacher, qui s'est saisie du sujet, ira vraiment jusqu'au bout, de manière à ce que le coût soit quand même correspondant à un service rendu pour la collectivité. Merci. Je voulais juste avant de vous donner la parole, président Maillard et président de Navi, pour un dernier mot. Je rebondis tout de même sur ce qu'a dit mon collègue Pernaut. Attention, quand on commence à parler de la propriété privée, de l'expropriation, je vous rappelle que la propriété privée est protégée par la Constitution. Et quand on commence à dire qu'il faut exproprier, etc., on n'en est pas loin à dire que la forêt est un bien commun. Comme la terre pourrait être un bien commun, ce contre quoi je m'insurgerai toujours. C'est un bien privé, sachons protéger la propriété privée. Messieurs les deux présidents. Donc moi, excuse-moi, je voudrais juste compléter sur la REP pour y travailler déjà depuis pas mal de mois. C'est un véritable scandale. Aujourd'hui, on recyclait très bien nos déchets. Et aujourd'hui, on veut nous dire, moi j'ai fait l'étude pour mon entreprise, on paye environ 85 000 € de traitement de déchets. Avec les projets qui sont en cours, on arriverait à 222 000 €. Je ne vois pas pourquoi. Sachant qu'aujourd'hui, 15 à 30% des déchets sont des déchets qui sont en atelier qu'on ne veut pas venir nous retirer. Donc c'est encore plus scandaleux. Ce que je ne peux pas non plus comprendre, c'est comment des sociétés commerciales puissent faire un prélèvement dans des entreprises sans pour autant qu'il y ait une surveillance et une garantie de l'usage qui est fait de cet argent. Ce sont des sociétés commerciales, ce sont des SAS. Donc on sait ce qu'est une société commerciale, c'est une société privée. Étant gérant de plusieurs sociétés, je vois bien comment ça fonctionne. C'est vrai que ça va être difficile d'en parler avec efficacité et profondeur, mais la REP est un vrai sujet. Est un vrai sujet pour les entreprises. Comment on peut appliquer tout un système économique sur des bases de calcul unitaires qui ne sont pas les mêmes. Le prix n'est pas le même chez tous les éco-contributeurs. L'unité de mesure n'est pas la même. Le même produit va être compté en mètres linéaires, en unité, en tonnage et en mètres cubes. Comment est-ce qu'on peut imaginer que des sociétés qui ont parfois 3 à 4 salariés, où la moitié de ces salariés sont parfois le mari et la femme, qui n'ont pas le système numérique que l'on peut avoir comme dans mes sociétés ou comme dans celle de M. Navit, ils n'ont pas tous des ERP pour leur se permettre de calculer tout ça. C'est un véritable enfer. Ça va être une catastrophe, ce système de REP en entreprise. Ah oui, et il ne faut surtout pas le refermer facilement. Merci. Président de Navi. Merci beaucoup. Je ferai juste un commentaire sur la problématique de la ressource et de la sortie de la ressource. Le temps du bois n'est pas le temps de la politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des actions politiques qui concernent l'environnement, qui ne sont pas accordées avec le cycle de ce que nous avons planté il y a 15 ou 20 ans. Et donc aujourd'hui, le vrai sujet, c'est d'avoir une discussion et d'ouvrir une discussion globale et d'arriver à mettre autour de la table les ONG, parce qu'un certain nombre d'entre elles sont très agressives et soutenues par un certain nombre de politiques, notamment des sénateurs et des députés, qui les accompagnent dans leur démarche de façon bienveillante, et ils ont raison au sens de la biodiversité, mais il y a une nécessité, en tout cas, de pouvoir accorder les discussions. On a un problème de cycle, de temps. On n'a pas la même échelle de temps. Ça, c'est souvent le problème du monde agricole. Pour ce qui est de la REP, vous avez soulevé la problématique d'une catégorie d'acteurs. L'histoire de la REP et ce à quoi faisait référence Dominique, on voit que ça fonctionne quand il y a une transparence et une clarté, une participation des organisations professionnelles à la vie des éco-organismes. C'est ce qui s'est passé notamment avec la filière ameublement, et ça fonctionne encore, et on a une facturation en bas de page, et tout le monde est au courant de ce qui se passe, et qui paye quoi, et pourquoi, et où va la taxe. Ça, c'est la transparence. Donc ce qui est important pour nous, c'est l'équité et la transparence. Donc il n'y a pas d'acteur dans la structure du bâtiment qui soit exempté, puisqu'à un moment donné, le bâtiment il va finir par tomber, que ce soit 40, 50 ans ou 100 ans, il finira par tomber. Donc dans l'analyse du cycle de vie, on doit tenir compte de la nature des matériaux utilisés, et forcément on a des usages différents entre le sillage ou du panneau d'ameublement qui lui va avoir une durée de vie beaucoup plus courte. On l'entend très bien. Donc c'est une question d'équité, et aujourd'hui la difficulté, c'est une forme d'opacité des éco-organismes, et je rebondis sur ce que disait Patrick Maillard tout à l'heure, c'est la transparence de la gestion des éco-organismes qui nous importe, et le fait que ça ne finisse pas par coûter plus cher à la filière que ça ne nous coûtait auparavant, puisque pour information, la majorité des déchets bois sur les chantiers avaient un coût nul. Le déchet bois était recyclé par les ouvriers du bâtiment. C'est-à-dire que
Les gens construisent chez eux des niches de chiens avec les restes de nos fabrications. C'est la vie des chantiers historiques. Donc il faut rentrer dans cette analyse et arriver à un coût qui soit raisonnable et ne pas nous faire supporter le coût des éco-organismes, mais avoir un coût justifié pour chacun des matériaux et adapté au coût réel des matériaux dans leur recyclage. Le panneau bois dans l'ameublement part à 95% dans la fabrication de panneaux. On a une filière qui est extrêmement bien structurée aujourd'hui. Ça a mis du temps, mais on y est arrivé et le coût est raisonnable et le coût est supporté par tous. Il faut arriver à la même chose dans le bâtiment. On est un peu loin de ça en ce moment et c'est ça la frustration qui dit que à certains, je ne veux pas y participer ou on n'est pas concerné. On est tous concernés, mais il faut que ce soit la juste mesure. Bien, merci, chers collègues, merci beaucoup, messieurs les présidents, de vos interventions, de vos précisions. Je précise juste une petite chose, j'ai dit une bêtise, mais je m'en suis rendu compte au moment où je le disais, c'est pas la Constitution qui protège la propriété privée, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà. C'est important quand même de rectifier quand on dit des bêtises. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler et qu'on reviendra sur le sujet. Bon après-midi à tous. Merci.